Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition d'information sur la télévision Labari. Ce jour, mercredi 3 août 2022, le Niger fête le 62e anniversaire de la proclamation de son indépendance le 3 août 1960. Comme chaque année, à cette occasion, le président de la République s'adresse à la nation. Dans un message d'une quinzaine de minutes, le président a parlé de plusieurs questions touchant la vie de la nation, notamment la situation sécuritaire. On écoute le président Bazoum. Notre quête d'un régime politique devant épouser nos valeurs sociétales fondamentales, tout en adhérant aux valeurs universelles de la démocratie et de l'état de droit, est adossée à l'exigence de la préservation des vertus cardinales que sont l'unité, la culture de la paix, la tolérance, la solidarité et la concorde nationale. Dans mon discours d'investiture du 2 avril 2021, vous vous souvenez, j'affirmais que notre unité et notre solidarité seront notre immunité vis-à-vis de nos deux grands ennemis que sont le terrorisme et la pauvreté. C'est dire qu'au-delà des divergences politiques qui constituent la sève nourricière des États démocratiques, qu'au-delà des divergences d'opinion nécessaires à l'enrichissement du débat politique pour mieux préparer les citoyens à une gouvernance responsable, nous avons la responsabilité collective de créer les conditions d'un consensus fort, aujourd'hui plus qu'hier, en vue de lutter contre la grande menace que représente le terrorisme pour notre pays. Dès mon accession à la magistrature suprême, j'ai entamé des consultations régulières et inclusives avec les représentants des forces vives de la nation qui ont largement contribué à la création d'un climat sociopolitique apaisé. Je m'en réjouis et je reste résolument engagé sur cette voie car ma conviction profonde est qu'une forte cohésion au sein de notre nation constitue notre plus grand atout pour faire face à nos défis si nombreux. Mes chers compatriotes, le vote par l'Assemblée nationale le 22 avril dernier du texte modifiant et complétant l'axe 1 de la déclaration de politique générale du gouvernement relatif à la sécurité et à la quiétude sociale pour adopter notre politique sécuritaire aux mutations récentes induites par la dégradation de la situation sous-régionale est assurément un acte patriotique qui ne peut que renforcer notre capacité à mieux sécuriser notre pays. Cela conforte également notre agenda diplomatique qui reste centré de manière prioritaire sur les enjeux sécuritaires régionaux, avec pour toile de fond la recherche d'une bonne coordination avec les États de la sous-région ouest-africaine d'une part et les puissances extra-régionales engagées dans la lutte contre le terrorisme d'autre part. L'assentiment ainsi donné par la représentation nationale au gouvernement permet d'ajuster nos outils de coopération militaire tout en offrant à nos forces de défense et de sécurité l'opportunité de bénéficier de l'expertise et de l'expérience des forces amies dans un contexte où la prolifération du terrorisme international depuis le début des années 2000 ne laisse aucun État à l'abri des menaces. Nos forces de défense et de sécurité, auxquelles je rends un vibrant hommage, en ce moment solennel, ont démontré à la nation leur capacité à contenir les actions terroristes sur notre territoire avec professionnalisme et dignité. L'État ne tergiversera point quant aux moyens multiformes à mettre à leur disposition à cet effet. Dans son message, le président Bazoum Mohamed a également parlé de la bonne gouvernance du droit et liberté des citoyens. On l'écoute. La consolidation de l'état de droit qui doit permettre la protection des libertés individuelles et collectives ainsi que des droits humains est une œuvre continue et progressive consistant dans la mise en place d'institutions et d'instruments dont la pertinence et l'efficacité doivent être évaluées à l'aune de leur impact réel sur notre vivre ensemble. C'est dans cet esprit qu'est intervenue la révision récente de la loi sur la répression de la cybercriminalité au Niger afin d'en supprimer la peine d'emprisonnement encourue en cas de délit d'injure ou de diffamation commis par un moyen de communication électronique. La liberté d'expression et la liberté de presse, qui constituent les principales jauges de notre respiration démocratique, sont des facultés dont nous devons toutefois faire usage en toute responsabilité, surtout en cette ère de nouvelles technologies
dont l'usage peut servir les meilleures causes tout autant que les pires. Mes chers compatriotes, le rapport général public 2021 de la Cour des comptes nous a montré que notre gouvernance publique continue d'être caractérisée par des pratiques préjudiciables à la crédibilité de l'État, mettant ainsi à rude épreuve la construction de l'État de droit, avec le risque d'ébranler dangereusement les fondements de notre démocratie, basée notamment sur les socles de justice sociale, de solidarité nationale et d'attachement au caractère sacré des biens publics. Conformément à mon discours d'investiture, je reste très ferme dans le combat pour le respect des biens publics. Parce que notre véritable indépendance en tant que nation est tributaire de notre effort dans le développement de notre pays, nous devons profondément corriger notre manière de gérer la chose publique pour que nos politiques publiques soient vertueuses et garantes des effets positifs de long terme. Aussi, ai-je demandé au gouvernement de prendre les mesures idoines pour satisfaire aux recommandations formulées par la Cour des comptes en vue de l'amélioration nécessaire de la gestion financière de l'État et de ses démembrements dans le respect des règles en la matière. Les dossiers qui appellent davantage d'éclaircissement seront traités à travers les canaux appropriés afin que toutes les conséquences en soient tirées. Mes chers compatriotes, dans la mise en œuvre du volet économique du programme de Renaissance 3, le gouvernement s'attelle à juguler l'impact de la pandémie de la Covid-19 tout en faisant face aux effets des crises climatiques et sécuritaires qui fragilisent les fondements de notre économie et même de notre société. C'est pourquoi l'exploitation optimale de nos potentialités économiques, conformément aux axes stratégiques de notre plan de développement économique et social, PDS 2022-2026, nous commande de focaliser nos efforts sur le développement du capital humain, l'inclusion et la solidarité, la consolidation de la gouvernance, de la paix et de la solidarité et la transformation structurelle de notre économie. C'est à ce prix que nous renforcerons la résilience de notre économie pour un développement durable et une croissance inclusive. Notre pays est bientôt appelé à réaliser une forte croissance économique qui le placera, à partir de 2023, parmi ceux qui connaîtront les meilleures performances économiques du continent africain. Nous devrons, grâce à cette croissance, développer plusieurs secteurs de notre économie: agriculture, infrastructure, énergie, industrie, nouvelles technologies, etc. C'est de là que procède notre volonté de moderniser notre secteur rural à travers la mise en place d'un programme de pôle agro-industriel basé notamment sur un partenariat public-privé. La célébration du 62e anniversaire de l'indépendance du Niger a eu lieu dans la région du fleuve Tillabéri. Cette fête marquée par la plantation d'arbres est présidée par le président de la République, Bazoum Mohamed. Le compte-rendu de nos envoyés spéciaux, Assama Oseidou et Sadou Doumi. Je proclame solennellement l'indépendance du Niger. Instituée depuis 1975 comme fête nationale de l'arbre, cette fête est l'occasion pour tous les Nigériens de planter des arbres pour préserver durablement l'écosystème du pays en restaurant des terres et en luttant contre la désertification. La région de Tillabéri a abrité cette année les activités entrant dans le cadre de la fête nationale de l'indépendance. Le responsable de la région salue le président de la République d'avoir choisi son entité administrative pour la commémoration de ce 62e anniversaire. La fidélité de notre mémoire collective nous oblige à reconnaître objectivement les importants efforts que vous déployez de jour comme de nuit pour le développement de notre pays et en particulier dans les domaines de la paix, de la sécurité et de la cohésion sociale, sans lesquels aucun développement n'est possible. Dans ces domaines précis, notre région a bénéficié d'une attention toute particulière de votre part, pour laquelle les communautés de la région de Tillabéri, par ma voix, vous disent unanimement merci. Faut-il le rappeler, chaque année, la célébration de la fête nationale de l'arbre, qui se fait autour d'un thème central,
marque le lancement officiel de la campagne nationale de reboisement. Le thème retenu pour la présente édition est « Lutte contre l'ensablement des cours et plans d'eau, une voie pour le relèvement et la résilience des communautés locales ». Il s'agit, à travers ce thème, d'amener les Nigériens à observer des modes d'exploitation durable des arbres et des forêts, aussi bien sur les plateaux et les bassins versants que dans les vallées et bas-fonds. Il s'agit aussi de les encourager à inverser les tendances à l'invasement des cours et plans d'eau à travers la restauration des terres intégrant la plantation d'arbres et la génération des revenus par la mise en œuvre de travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Lutte contre l'ensablement des cours et plans d'eau, une voie pour le relèvement et la résilience des communautés locales. Un thème apprécié à sa juste valeur par la ministre de l'Environnement et de la lutte contre la désertification à l'occasion de cet anniversaire. À travers leurs efforts d'intégration de l'arbre dans les systèmes agro et pastoraux, certes, ils restaurent leurs terres et améliorent durablement leur production agricole, mais aussi et surtout, ils apportent également une contribution indiscutable à l'effort mondial de séquestration du carbone pour lutter contre les effets néfastes du changement climatique. Oui, les efforts de ces producteurs méritent d'être davantage reconnus. C'est ce qui explique sans doute, Excellence, Monsieur le Président de la République, la création toute récente, sous votre impulsion, de la médaille du mérite écologique du Niger pour reconnaître et récompenser, au-delà des agents forestiers, les personnes physiques ou morales de nationalité nigérienne ou étrangère qui se sont particulièrement illustrées dans la protection et la restauration de notre environnement. Les résultats très encourageants que je viens de partager ici méritent d'être mis à l'échelle pour produire plus d'impact écologique et socio-économique durable. Mais ces résultats, pour autant, ne doivent pas occulter que notre environnement est malade, très malade même, à tel point qu'un de mes prédécesseurs à ces départements ministériels a cru devoir appuyer sur la sonnette d'alarme en 2016 en parlant à juste titre d'une situation d'urgence écologique au Niger, analyse que je partage parfaitement. Ça n'est suivi le moment tant attendu, la plantation d'arbres lancée par le président de la République, Bazoum Mohamed, au camp de la gendarmerie régionale de Tillabéri, accompagné par plusieurs personnalités. Pour rappel, dans le cadre de ces festivités, le président de la République a décerné des témoignages à plusieurs personnes pour services rendus à la nation. Les jeunes volontaires pour l'environnement ont également procédé à l'occasion de ce 62e anniversaire de l'indépendance du Niger à des plantations droite 2 du 5e arrondissement de Niamey pour la séance de plantation. C'était en présence du maire de la commune et de l'ambassadrice du Royaume-Uni au Niger. Le compte-rendu de Boubacar Ibrahim et Ibrahim Abdou. À l'instar des autres structures et organisations, celle des jeunes volontaires pour l'environnement JVE Niger a également marqué la fête de l'indépendance avec la plantation des arbres. Et pour ce 72e anniversaire, c'est le CS Rive droite 2 du 5e arrondissement qui a été retenu pour la séance de plantation. Pas moins de 200 plants de toutes espèces confondues vont y être plantés. Les objectifs pour nous d'abord, c'est célébrer cette journée du 3 août qui est la fête de l'arbre. Donc pour nous, c'est l'occasion de faire notre geste citoyen aussi, éco-citoyen, et surtout dans un établissement qui nous accueille depuis toujours, parce que nous avons des clubs de jeunes ici, il y a un club d'anglais, il y a un club vert. Donc pour nous, vous voyez, l'école aussi a un besoin énorme en termes d'arbres et d'entretien. C'était l'occasion d'abord de sensibiliser les jeunes sur la nécessité d'entretenir les arbres une fois plantés et maintenant de procéder à la plantation d'arbres. Donc on a à peu près 200 plants que nous avons pu mettre à terre et de 5 espèces différentes. Donc nous espérons qu'avec l'entretien, vous avez vu, nous avons même acheté des grillages. Donc nous comptons quand même sur la bonne volonté des élèves et de l'administration pour entretenir ces arbres plantés. Prenant la parole, l'ambassadeur du Royaume-Uni au Niger salue une tradition qui permettra de lutter contre le changement climatique. Cette initiative ainsi que
toutes les élèves du collège 9 de la rive droite. En effet, cette tradition de planter les arbres lors de la fête de l'indépendance, c'est une tradition que nous félicitons, mais aussi nous respectons beaucoup. C'est une tradition très importante pour le Niger. Prenant également part à la cérémonie, le maire de l'arrondissement communal Niamey 5 n'a pas manqué de féliciter les organisateurs pour cette initiative. Par l'initiative des jeunes Nigériens, parce qu'il faut le dire, c'est leur initiative qui ont décidé de planter plus de 200 arbres ici, n'est-ce pas? Donc, c'est des initiatives à saluer et je ne peux que les remercier. Et nous sommes là, justement, pour les accompagner, pour les encourager et pour que d'autres aussi prennent aussi l'exemple et qu'ils en fassent de même. À noter qu'auparavant, l'assistance a été entretenue à travers une conférence sur ce que représente un arbre, pourquoi planter un arbre, comment le planter et comment l'entretenir. L'église centrale des Assemblées de Dieu du Niger a abrité cet après-midi une séance de prière sur l'initiative des femmes amènes de la région de Niamey. Une prière pour le retour de la paix au Niger qui est organisée à l'occasion du 62e anniversaire de l'indépendance du pays. Le résumé avec Adam Ousmana et Halidou Bouraima. Les croyantes des églises évangéliques de la capitale se retrouvent par la présente cérémonie pour une séance de prière afin d'implorer le Seigneur du monde pour le Niger. Nous avons organisé cette soirée de prière pour la nation du Niger à l'occasion de la date commémorative de l'indépendance du Niger, le 3 août. Et nous croyons fermement que quand nous prions, Dieu nous exauce, parce que nous savons tous que le Niger va mal. Il y a beaucoup d'atrocités qui se pratiquent dans cette nation. Il y a des villages entiers qui sont déguerpis. Il y a beaucoup de gens qui vivent dans la souffrance aujourd'hui. Et notre seule arme, c'est la prière. Et nous avons décidé de dédier cette soirée à la prière pour invoquer Dieu, implorer sa grâce sur le Niger, qu'il pardonne nos iniquités et qu'il puisse visiter la nation, qu'il nous donne sa paix et sa sécurité. Parce que c'est lui seul qui peut résoudre ces maux que nous vivons tous les jours au Niger. Il est grand temps de chercher Dieu. Ce n'est plus le moment de dormir et de croiser les bras. Il est grand temps de chercher Dieu parce que c'est Dieu seul qui détient la solution de nos problèmes. Quand nous dormons, quand nous ne cherchons pas Dieu, nous tournons nos dos à Dieu, ça veut dire que nous sommes en train de dormir. Mais une fois que nous sommes conscients de notre besoin de Dieu, nous nous réveillons et nous le cherchons et il va se faire trouver par nous. En marge de cette rencontre spirituelle, l'un des responsables des églises assemblées de Dieu de la région nous livre ses impressions. C'est une initiative vraiment louable que les femmes ont initiée et nous en tant que leaders, nous avons apprécié, approuvé et nous les accompagnons. Parce que non seulement aujourd'hui nous célébrons notre 62e anniversaire d'indépendance, qui est vraiment capital pour nous parce que ça nous trace toujours vers notre chemin de la liberté, indépendance de notre développement en tant que peuple nigérien. Mais cette liberté et cette indépendance, nous voulons aussi que ça soit spirituel que physique. Donc c'est pourquoi ces femmes-là sont réunies ce soir. C'est pour intercéder. D'abord, de merci à Dieu pour ces 62 ans que le Niger est devenu vraiment indépendant et nous pouvons voir vraiment l'évolution et le progrès de ce peuple et aussi de l'Église. Et deuxièmement aussi prier parce que à part la célébration de la fête, il y a aussi un bilan qu'on doit faire, voir le contexte dans lequel nous vivons. Alors les femmes, et au travers de l'Église, ne veulent pas rester à la marge. Nous voulons aussi, parce que la santé et la quiétude de notre nation nous concernent, c'est pourquoi nous sommes réunis pour intercéder, pour que la paix règne, pour que la quiétude vraiment revienne dans cette nation, afin que le développement soit réel. Une initiative des femmes des églises évangéliques qui doit faire école en ce jour symbolique et historique pour le Niger. Qu'Allah agrée les prières des uns et des autres pour un retour de la paix dans l'ensemble du pays. L'Union des élèves de l'École nationale de l'administration ENA a célébré ce matin la fête de l'indépendance à travers une séance de plantation d'arbres dans l'enceinte de la dite école. C'était en présence de plusieurs énarques et des membres de l'administration de cette école. Le compte-rendu avec Hamza Sakou et Abdou Nasser Seydou. À l'instar de la communauté nigérienne, l'Union des élèves de l'École nationale de l'administration
commémore l'accession du Niger à l'indépendance institutionnalisée faite de l'arbre. Il s'agit pour ces énarques de planter des arbres dans l'enceinte de la dite école. Cette édition à l'ENA correspond à la 3e édition de la journée d'arbres des fêtes à l'ENA. Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer cette fête dans notre nouveau site, collectivité de l'ENA. Nous avons intitulé cette fête « Un énarque, un arbre ». C'est-à-dire, nous voulons faire de l'ENA une ENA verte pour la fierté de tous. Et nous avons honoré le directeur général de l'École nationale d'administration en plantant un arbre à son nom. Et nous avons planté un autre arbre au nom de tous les énarques. De son côté, l'administration de cette école s'est mobilisée activement pour marquer l'initiative. C'est une bonne initiative justement que le bureau a prise pour pouvoir planter des arbres à l'occasion de cet événement justement important pour notre pays, puisqu'il s'agit en l'occurrence de la commémoration du 62e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Donc ici aujourd'hui, nous sommes venus pour pouvoir planter quelques pieds d'arbres pour pouvoir un peu marquer cet événement à notre manière. Ce n'est même pas à notre manière, puisque finalement, depuis quelques décennies, justement, la fête de l'indépendance a été transformée en fête dite de l'arbre. Et c'est important l'arbre pour notre pays, qui est dans une désertique, et il faut nécessairement engager le processus, en tout cas, même si c'est un événement ponctuel, pour pouvoir planter des arbres afin de contribuer à la lutte justement contre la désertification. L'Union des élèves de l'École nationale de l'administration souhaite une bonne fête de l'indépendance à l'ensemble des Nigériens. Le comité directeur de l'Union des scolaires nigériens a rendu public ce matin une déclaration à son siège. Celle-ci est relative aux conditions de vie et d'études des scolaires. Cette déclaration est suivie d'une séance de plantation d'arbres à l'arrêt de bus de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Retrouvons Hamza Sakou et Abdou Nasser Seydou. C'est pour examiner la situation nationale et en particulier celle socio-éducative de ces militants que le comité directeur de l'Union des scolaires nigériens effectue cette sortie médiatique afin de faire part de ses préoccupations. Exige la libération immédiate et sans condition des camarades détenus dans les différentes prisons du pays. Déplore le report par le gouvernement des États généraux de l'éducation et de la formation prévue se tenir en juillet et reporté à une date ultérieure. Le comité directeur condamne la mauvaise organisation des examens du baccalauréat 2022 dans certains jurys de notre pays où plusieurs irrégularités ont été constatées et plusieurs injustices ont été faites à l'encontre de nos militants candidats et demande à l'OBEX un traitement équitable et sérieux des réclamations transmises par les candidats. Exige l'organisation d'une session de rattrapage par l'OBEX pour les centaines de nos camarades candidats aux examens du BTS d'État de la session 2022 qui n'ont pas encore reçu leur convocation et n'ont pas pu composer l'épreuve pratique de l'informatique à Niamey. S'adressant au ministre de l'Enseignement professionnel et technique, le comité directeur de l'USN dénonce l'indolence du ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, le Sir Kassem Mokhtar, quant à la mauvaise gestion et le chaos que son ministère est en train de vivre et l'interpelle à se ressaisir davantage afin de répondre aux attentes de nos camarades militantes et militants. En effet, ce jeune ministre confond la gestion de son parti politique et la gestion d'un ministère de la République. Depuis plusieurs années, les frais de formation dans les écoles professionnelles et techniques n'ont pas été augmentés qu'avec l'arrivée du Sir Kassem. Il est certes vrai que de chercher les moyens et ressources pour faire fonctionner normalement les centres, mais ces moyens ne doivent pas être imputés sur le dos des enfants des pauvres Nigériens qui étudient dans ces derniers. Commémorant toujours cette journée de la fête de l'arbre, l'Union des étudiants nigériens à l'université Abdou Moumouni de Niamey n'est pas restée indifférente. Nous avons choisi ce lieu, l'arrêt des bus, c'est-à-dire c'est le nouvel arrêt des bus, parce que nous avons une base à protéger.
pendant les périodes de cours. Certains camarades qui n'ont pas cours et qui veulent prendre le bus pour aller à destination quelconque s'installent sans abri. Nous avons songé comment protéger ces camarades. Si nous n'avons pas les moyens pour pouvoir construire des hangars pour eux, l'essentiel c'est travailler avec nos bords et nous avons cherché aujourd'hui des pieds, des plans pour pouvoir venir les planter pour célébrer cette journée et encore faire profiter nos camarades de ces plantations. L'USN appelle ses militantes et militants à plus d'union, de solidarité pour renforcer la vitalité de leur organisation. Dans les années 1990, le quartier Kabia de la commune urbaine de Tillabéri a connu des inondations. À la suite de ce désastre, la population a développé une initiative, celle de planter des arbres pour protéger le dit quartier des eaux de ruissellement descendant des collines. Studio Kalangu est allé à la découverte de cette initiative locale. Suivons le reportage. 95 ngono hasarawi arbiri yante 94 ko 95 kan kuray fogone kan signe ka biya ngwa donc lokcho ni 95 aka garir mo irgo futka jiya irne to gudu mo aka irgi ni kandir bonse zakir fam go be kan tondi no gono kan turi sara sub sara ngono go konda haro ko araga yan ga irum gurgidi dabar yan kay irgite ki hen ka haro din ga yi am suzo ko de gabi donc 98 bu mbono irsintin ka kahun kuna irdunu turi nya zambar wai takin dugu kan irno koy ki da irbon se pepiniar irum kan dai gitila mir bonse irmo no gnan go sajo ogir murade fer mo zam sub kware de kayr gi wiara kan nera jiriya ngon kirgi ner million fo jiriya ngon kirgi ner million fo darabi kan ka wodin turo kan irda ngo dinna hanse irmam bare de kwara bore ikulu iga muradunda zamano gonda da bari yanki te kangana haro musundu kaina amsu zur ko de gabi afo ngono kanse igine de milu ninga no irsintinda itre tranche manuel yang irte cordon de pierre ngay no ne yang kangara ngogdi restructuration go continuer parce que jeune gono agengite kanso dirie irgenkidi jeune rafo jeune parce que ir penser kayro jeune donc borengo kangi himka continue donc ay bayite dossier bobu yang kang forage keki di du forage ne o hanki gen kete déjà subgono yan gi gen ki feji biri gen ka haw biri gen ko gorngi biri gen ka bayu biri donc da hari gono non kun ka hari go ba dumise salade tomate hay kuno gen kete so mo sanda de kete haro jiri waran kiti ndai fo mo ne kirgo hari keki irsi ko Du sport dans cette édition et c'est pour parler du lancement cet après-midi au quartier Bukoki de Niamey de la 24e édition du tournoi des grandes vacances du quartier. C'est un regroupement de 16 équipes qui composent l'édition de cette année. C'était en présence de nombreux invités et du parrain de l'édition de cette année. Le compte rendu avec Aboubakar Ibrahim et Aboubakar Souley. Ils sont au total 64 clubs de plusieurs horizons de la ville de Niamey et même de l'intérieur du pays à prendre part cette année à la 7e édition du tournoi des grandes vacances de taekwondo porté par Omoru Amadou Di Cobra qui voulait à travers cette compétition donner à cette discipline sportive un certain élan à l'image de bien d'autres. Occasion pour le président du comité d'organisation de se féliciter de l'exploit enregistré malgré les quelques difficultés rencontrées. Au vu donc vraiment de la taille de ce tournoi, vous comprenez que l'organisation n'a pas été du tout facile. Et surtout, il faudrait retenir que c'est un TGV qu'on a organisé sur fonds propres parce que malheureusement, on n'a pas eu de sponsor. Mais compte tenu de notre ambition de hisser le taekwondo au sommet, nous avons sur fonds propres avec la collaboration de certains de nos partenaires pu organiser pas mal cette édition. Prenant la parole à son tour, le président de la Fédération nigérienne de taekwondo salue cette initiative qui mérite tous les encouragements. En termes de passion et d'engouement, le taekwondo vaut désormais son pesant d'or. Donc quoi de plus normal qu'après le TGV en football qui est des TGV en taekwondo. Je crois qu'il a été très bien inspiré et beaucoup d'autres grands maîtres ont pris son exemple, ce qui cadre parfaitement
avec les objectifs que nous nous sommes assignés, à savoir créer le maximum de compétitions pour permettre à nos athlètes d'être en conditions physiques permanentes. À noter qu'ils sont pas moins de 300 les athlètes qui participent à cette édition, de quoi donner à cette compétition toute la connotation qui doit lui être due. Car c'est une parfaite occasion pour détecter de nouveaux talents pouvant représenter la nation lors de compétitions internationales. Autant donc pour moi, vous venez là de suivre la 7e édition du tournoi des grandes vacances de Taekwondo. Je le disais, lancement cet après-midi au quartier Bukoki de Niamey de la 24e édition du tournoi des grandes vacances du dit quartier. C'est un regroupement de 16 équipes qui composent l'édition de cette année. C'était en présence de nombreux invités et du parrain de cette année. Retrouvons Aboubakar Ibrahim et Aboubakar Souley. C'est par ce coup de sifflet qui mirent aux prises Bundestag FC en bleu et Roma FC en jaune qu'a officiellement débuté la 24e édition du tournoi des grandes vacances du quartier Bukoki. Ils sont au total 16 équipes réparties en 4 poules qui vont s'affronter pour une durée d'1 mois. Occasion pour le président du comité d'organisation de déterminer leurs attentes tout en faisant part de la particularité de l'édition de cette année. Le TGV de Bukoki, comme vous le savez, c'est une tradition. 24e édition, ce n'est pas 24 jours, c'est beaucoup. Donc, dans l'édition de 2022, qui correspond à la 24e édition, on a amené beaucoup d'innovations. Vous avez vu, et cette année, même les équipes, on a changé presque la majorité des équipes. Encore cette année, on a, au terme de récompense, on a récompensé toutes les équipes participantes avec des ballons et on a amené encore d'autres motivations pour les joueurs. Cette année, le comité d'organisation a décidé de prendre le meilleur joueur à travers un ballon d'or. Donc il y a un ballon d'or qui a été mis à la disposition du meilleur joueur, à part les souliers d'or et autres choses. Cette année, le mot phare de l'édition, c'est le fair play. On demande à toutes les équipes d'être patients et que le meilleur gagne. Intervenant à son tour, le parrain de cette 24e édition invite à faire preuve de fair play tout au long de la compétition. D'abord, le football, c'est un jeu. Donc il faut que les jeunes comprennent ça. Et on veut que ça commence bien et que ça finisse bien. Donc c'est l'esprit sportif et puis c'est un moyen de se retrouver. Ça fait 1 an, et Dieu merci, nous remercions le bon Dieu qui nous a donné encore la chance de revoir cet événement. Donc on dit alhamdoulilah et puis j'appelle surtout aux jeunes à comprendre que c'est un jeu et que le fair play c'est l'essentiel. Donc tout doit être mis sur le fair play et que c'est un jeu. Auparavant, toutes les équipes participantes ont été gratifiées d'un ballon grâce à l'accompagnement des partenaires. Il faut enfin préciser que le TGV du quartier Bukoki est l'un des plus grands et plus anciens que compte la capitale. Place à présent à notre rendez-vous hebdomadaire, la chronique juridique. Elle porte cette semaine sur la répudiation, un thème développé par Maître Suleiman Seydou, avocat à la Cour. Très bonne réception. La répudiation s'agit d'une notion qui est intimement liée à nos coutumes, peut-être même à la coutume islamisée, parce qu'il s'agit d'une notion qui n'est pas reconnue en ce qui concerne certaines législations, par exemple françaises et autres. Alors, lorsque vous prenez l'organisation judiciaire au Niger ainsi que le droit civil nigérien, on permet à ce que les juges appliquent la coutume des parties en matière de divorce, en matière de mariage, en matière d'état des personnes. L'article 72 permet aux juridictions d'appliquer la coutume des parties. Alors lorsque vous prenez la question du mariage et ses suites, notamment la rupture de la relation de mariage, il y a la question du divorce qui est réglée par le code civil nigérien. Et à côté du divorce, il y a ce qu'on appelle la répudiation coutumière qui, elle, est un mécanisme qui permet de dissoudre unilatéralement le mariage, c'est-à-dire sans le consentement de l'autre épouse.
Et c'est toujours à l'initiative entre griffes du mari qui peut décider de répudier automatiquement sa femme sans pour autant qu'il n'y ait à justifier ou à donner les raisons qui l'ont conduit à pouvoir répudier la femme. Et donc lorsque vous procédez à ces mécanismes de répudiation, l'un des époux le plus diligent peut saisir la juridiction, le tribunal, pour demander à ce qu'on constate cette répudiation-là. Et la juridiction qui constate la répudiation doit se prononcer sur des questions qui sont intimement liées à cela, notamment la question de la garde de l'enfant. Lorsqu'il y a répudiation, s'il y a un enfant issu de la relation de mariage, il faudrait que le juge chargé de constater cette répudiation puisse se prononcer sur ces questions de la garde. Est-ce que la garde sera confiée à la mère ou la garde sera confiée au père? Mais classiquement et surtout en matière coutumière, la garde est conférée à la mère jusqu'à l'âge de 7 ans révolu, mais il ne s'agit pas d'une règle absolue. Il peut y avoir des situations où la garde peut être confiée au père, surtout lorsqu'il y va de l'intérêt de l'enfant. C'est cette question que les juges doivent apprécier. Lorsqu'ils sont amenés à se prononcer sur la question de la garde qui fait suite à une répudiation coutumière, il faudrait qu'au moment de se prononcer sur la garde, qu'ils tiennent compte de l'intérêt supérieur de l'enfant. Est-ce que l'intérêt de l'enfant commande à ce qu'il soit avec la mère ou l'intérêt commande à ce qu'il soit avec son père, en tenant également compte de certaines règles coutumières qui ont été prévues également, notamment le fait que jusqu'à l'âge de 7 ans, on considère que l'enfant doit être quand même avec sa mère, et au-delà de 7 ans, la garde doit pouvoir revenir au père, mais comme je l'ai dit, il ne s'agit pas d'une règle péremptoire. Deuxième aspect également, en ce qui concerne toujours cette question de répudiation, lorsque le juge constate la répudiation, il doit pouvoir également statuer sur la question de la pension alimentaire. Il faudrait que l'autre époux qui n'a pas la garde de l'enfant puisse payer une pension alimentaire pour que l'autre puisse subvenir aux besoins de l'enfant. Le juge fixe la pension en fonction, bien entendu, d'un certain nombre de circonstances, du statut du mari, du travail qu'il fait et de sa capacité à pouvoir, en tout cas, honorer ses engagements. Le juge peut fixer la pension à 30 000, à 50 000, à 100 000, à 150 000, à 200 000, en fonction, bien entendu, de la situation de l'autre époux. Maintenant, la question que les uns et les autres se posent, c'est lorsqu'on accorde la garde au père, est-ce que la mère doit payer une pension alimentaire? Puisque la question, c'est de prendre en charge l'alimentation et toutes ces questions qui vont avec l'éducation et l'entretien de l'enfant. Mais ce qu'il faut retenir, c'est lorsque la garde est confiée à la mère, le père, lui, il a l'obligation de verser une pension alimentaire à la femme pour que la femme puisse subvenir aux besoins de l'enfant. Où les deux parties, les deux parents peuvent s'attendre d'un commun accord pour fixer même la question de la pension alimentaire. La mère, si la garde est confiée par exemple au père, la mère peut décider d'un commun accord avec son mari de contribuer pour l'éducation et autres de l'enfant en donnant une somme assez significative ou juste à titre de contribution. Donc c'est la deuxième question sur laquelle le juge doit également se prononcer, cette question de pension alimentaire et les autres aspects, les frais de scolarité, de santé et autres également. Le juge doit pouvoir, dans sa décision qui constate la répudiation, il doit se prononcer sur les questions de frais de scolarité, de la santé, de l'habillement de l'enfant. Il faudrait quand même qu'il puisse se prononcer pour ne pas qu'il y ait après des quiproquos entre le mari et la femme. La première des choses qu'il faut rajouter, c'est que lorsqu'on confie la garde à l'un des parents, l'autre a un droit de visite également qui est réglementé. Si on confie par exemple la garde à la mère, le père a un droit de visite, peut-être le week-end, ou peut-être pendant les congés de Noël, ou peut-être pendant les grandes vacances. Le père a également un droit de visite et d'hébergement pendant ces périodes, mais c'est le juge qui réglemente toutes ces questions. Alors, comme je viens de l'ai rappelé, la question de la garde est toujours une question provisoire. Lorsqu'on vous accorde la garde, si vous constatez que la mère a un certain nombre de comportements, un certain nombre d'aspects qui vont à l'encontre de l'intérêt de l'enfant, vous pouvez naturellement
introduit une demande en révision des gardes pour qu'on puisse modifier la décision qui a accordé la garde à la mère, pour qu'on puisse vous réattribuer la garde de l'enfant. Comme je l'ai dit, mais vous ne pouvez pas, derechef, aller récupérer l'enfant de force. Ce n'est pas possible. Si la garde a été déjà conférée à la mère, si vous constatez qu'il y a des comportements ou des actes qui vont à l'encontre de l'intérêt de l'enfant, vous repartez devant le même juge qui lui a accordé la garde pour demander de retirer la garde et de vous l'accorder parce que vous avez constaté telle chose, telle chose, telle chose et tel élément. Voici la procédure à suivre. Maintenant, ce qu'on peut dire, c'est que c'est toujours l'intérêt de l'enfant qui doit commander l'action du juge. Si l'intérêt de l'enfant se trouve avec le père, le juge ne doit pas avoir de scrupules à retirer l'enfant à sa mère et à confier cet enfant-là au niveau du père pour que l'enfant puisse avoir une éducation quand même décente, une vie assez reluisante. Donc vous ne pouvez pas, même si vous constatez qu'il y a un certain nombre de comportements au niveau de la mère, vous ne pouvez pas vous-même aller de force et récupérer l'enfant. Si vous le faites, vous violez la décision qui a accordé la garde à la mère. Ce que vous pouvez faire, c'est introduire une procédure de révision des gardes. C'est possible, vous repartez devant le même juge, vous exposez les éléments de faits que vous avez constatés et vous demandez que dans l'intérêt supérieur de l'enfant, on retire la garde à la mère et qu'on vous accorde la garde, peut-être cette fois-ci avec droit de visite pour la mère. Voilà substantiellement ce que je voulais dire par rapport à ça.